bonjour. Du coup, effectivement, on va vous parler d'ingénierie système. On a la chance d'ouvrir le bal cette année. Et on a l'ambition de faire décoller vos projets en, pourquoi pas, construisant une fusée. En tout cas, on va sur papier. On va essayer. Du coup, effectivement, on va s'appuyer sur un exemple un peu plus concret qui est une fusée, mais on va vous parler surtout d'ingénierie système et de model base. Donc le model base, ça s'inscrit dans l'ingénierie système, c'est pour ça qu'on va en parler en premier. On va faire un petit topo sur l'ingénierie système avant de rentrer dans le détail sur le model base. Du coup, l'ingénierie système, c'est super. Première chose à dire. Déjà, qu'est-ce qu'un système? Aujourd'hui, on en entend parler un peu partout. Système scolaire, système politique, système nerveux, solaire, exploitation, information ou complexe. Donc, il faut essayer de faire un peu le tri dans tout ça. On a d'un côté les systèmes naturels, on a les systèmes socio-techniques et les systèmes techniques. Aujourd'hui, on va surtout parler des systèmes techniques et surtout les systèmes complexes. Ces systèmes complexes, à l'époque, n'étaient pas forcément. Donc le guerrier avec sa lance ou les outils d'un médecin de l'époque. Aujourd'hui déjà, on se rend compte que la complexité a augmenté avec des soldats équipés de plus en plus, des voitures connectées, de la médecine assez avancée. Et dans le futur, on aura des véhicules autonomes, des droïdes, etc., etc. Donc on constate en fait une augmentation de la complexité, des systèmes à construire, des systèmes aussi à imaginer. On a deux problématiques. La première, c'est de comment partir de zéro, faire un système aussi complexe que ça, donc comment aborder cette complexité-là. Et ensuite, comment la rendre sûre et être sûr que le système est en sécurité pour ses usagers. Comment faire pour éviter d'en arriver là, tout simplement? Premièrement, on va se baser sur l'expérience, sur du bon sens. On va essayer de changer de point de vue également pour se positionner d'un point de vue d'utilisateur, de la personne qui va maintenir le système. Donc là, on peut imaginer que si la personne qui a conçu ce distributeur de billets s'était mis à la place de l'utilisateur, il aurait pu se rendre compte que c'était pas à la bonne hauteur. On va aussi utiliser un peu de jus de cerveau, on va faire travailler tout ça, et enfin on peut s'appuyer sur quelques outils. Et parmi ces outils, justement, on peut s'appuyer sur du MBSE, donc Model Based System Engineering. Un peu d'historique. C'est encore le cas aujourd'hui, mais il y a quelques temps, on s'appuyait surtout sur des documents pour concevoir un système. Donc on écrivait toute la spec, etc. Et enfin, il y avait les ingénieurs derrière, logiciels, électroniciens, qui réalisaient le système qui était écrit sur le papier. On avait souvent des bugs. Du coup, on s'est dit, tiens, je vais faire un petit modèle après mon système pour, pourquoi pas, faire de la maintenance préventive ou en cas de bug, essayer de retrouver l'origine du bug. Donc on a commencé à faire un petit peu de modélisation, mais toujours en se basant sur des documents. Puis petit à petit, on a décalé la place du modèle dans la conception et on l'a placé entre les documents et la réalisation du système pour faire des tests, pour vérifier si ce qu'on a prévu est vraiment conforme et voilà, et essayer de dérisquer au maximum. Aujourd'hui, nous, ce dont on va parler, c'est du model based. Donc, c'est-à-dire que le modèle est à l'origine de la conception. C'est lui qui va servir à écrire les documents, donc la spécification, qui ensuite va servir pour réaliser le produit. Donc le modèle est bien la base de référence. Les documents sont issus du modèle, donc ils sont conformes au modèle, et le produit est conforme au modèle. Ça, c'est vraiment le plus important dans le model base. Le cycle en V, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Rapidement, c'est un cycle de développement, on va dire, classique, historique en tout cas, dans tout ce qui est ingénierie. Normalement, c'est un cycle en racine carrée, mais je préciserai un petit peu. On part de l'expression du besoin, on écrit quelques spécifications, on passe conception générale, conception détaillée. Donc on va de plus en plus dans le détail jusqu'à ce que les ingénieurs réalisent le produit. Et ensuite, on remonte le cycle avec des tests de plus en plus précis, plus larges, on va dire. On part des tests unitaires jusqu'aux tests de validation et jusqu'au produit. Il ne faut pas oublier qu'après le produit, il vit. Donc il y a des phases de maintien aussi en condition, être sûr que le produit puisse vivre. Et il y a aussi une phase de démantèlement, déconstruction, tout ça. Donc il faut le prendre en compte dès la conception. Une erreur. On va prendre un exemple. Si dans mon cycle de développement, il peut y avoir plusieurs cas d'erreur, on détecte une erreur au niveau de ces deux premières étapes, ça va nous coûter certes un peu d'argent, mais ça reste encore raisonnable. Si on détecte une erreur lors de la réalisation et des premiers tests,
Déjà, on se rend compte qu'il va falloir reprendre la spec, refaire la conception, etc., redévelopper et refaire les premiers tests. Donc plus on se rend compte d'une erreur tardivement dans le cycle en V, plus les conséquences financières sont importantes. Un exemple, c'est le lanceur Ariane 5 qui en 1996 a explosé au bout de 34 secondes de vol, simplement parce qu'ils ont essayé de convertir une opération en 64 bits sur un processeur qui en faisait 16. C'est dommage, hein. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, s'il y avait eu un modèle, alors peut-être qu'il y en avait un, hein, mais le modèle aurait pu exploser. Par contre, les conséquences ne sont pas les mêmes. Ici, il faut tout refaire. Ici, on n'a que les phases de spec. On peut se poser la question de pourquoi on convertit en 64 bits, etc. Donc ça, c'est vraiment le principe de base, on va dire, du MBSE, mais Maël va en dire plus. Voilà, donc plus concrètement. Donc l'objectif secret de Kaizen, comme tout le monde le sait, c'est d'aller ouvrir une agence sur Mars. Donc pour ça, les gérants ils sont venus nous voir avec une demande. Ils nous ont demandé « Bon les gars, on voudrait construire une fusée. » Donc qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de demandes qui sont tout à fait classiques, tout en gérant à la fois la complexité de notre système et à ne pas exploser ni la fusée ni le budget. Alors si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que la solution, ça va être le model-based system engineering. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est à moi. Mais alors Guillaume, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, les modèles au sens large, on va dire qu'on s'appuie sur des diagrammes. Différents diagrammes, donc on va les parcourir au fur et à mesure de cette présentation. Le premier, c'est un diagramme d'usage, Maël, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors un diagramme d'usage, comment est-ce que ça se passe? Donc tout d'abord, on va identifier dans notre système les différents acteurs. Donc pour notre fusée, qu'est-ce qu'on va avoir comme acteur? On va avoir déjà un pilote, là en l'occurrence une pilote. On va avoir un centre de contrôle, on va avoir des gens qui vont s'occuper de la maintenance, et bon, c'est infini évidemment, il y a énormément d'acteurs différents. On va devoir ensuite identifier les différentes tâches que vont devoir réaliser ces acteurs. Donc les tâches de base, évidemment, piloter la fusée, réparer la fusée quand il y en a besoin, et toujours communiquer. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les liens que vont avoir les acteurs avec les tâches. Donc évidemment, le pilote, il va piloter, il est là pour ça, mais il faut aussi qu'il puisse communiquer. La maintenance, évidemment, elle va devoir réparer la fusée s'il y a besoin, mais elle va aussi devoir communiquer, parce qu'elle doit savoir ce qu'il y a à réparer le cas échéant. Et le centre de contrôle, eh ben, il doit savoir un peu tout faire. Et ça ce que vient de dire Maël, ça nous permet surtout en fait, de décrire d'un point de vue fonctionnel ce que doit faire notre système. Donc c'est vraiment les fonctions. On doit piloter, etc. Et puis on va raffiner jusqu'à arriver à des fonctions plus précises. Et pour les organiser, en tout cas, mettre en lien les différents acteurs et les états de notre système, on a des diagrammes d'état. Voilà, donc un diagramme d'état, ça va décrire les différents états dans lesquels notre système va arriver. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un diagramme d'état. Donc on peut commencer très simple en disant, bon, bah, notre premier état, notre fusée, elle doit être au sol, sur Terre. On va lui donner une relation conditionnelle, c'est-à-dire à partir de l'action décollage, notre fusée va être dans l'état en l'air. Ensuite, on va avoir un atterrissage et notre fusée va être au sol sur Mars. C'est un peu technique, hein, accrochez-vous. Et donc, ce qui va être important sur ce diagramme, c'est que ça va nous donner une relation chronologique des différents états entre eux. C'est-à-dire que la fusée va être au sol, puis en l'air, puis au sol sur Mars. L'état en l'air, par exemple, il ne peut pas être suivi de l'état au sol sur Terre. Donc, c'est ce qu'on a vu pour Ariane, où il y a eu un état en l'air suivi de l'état au sol sur Terre, qui a coûté 500 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, c'était pas tout à fait optimal. Non, mais là, vous allez rigoler, c'est assez simple, mais sur des systèmes plus complexes, on voit les liens en fait, de dépendance des différents états. On ne peut pas atteindre l'état au sol avant d'être passé par un autre état. Voilà. Dites-vous qu'il y a plus complexe que ça. C'est ça. Voilà, et donc on passe sur le troisième diagramme qui permet de mettre en relation un peu les deux premiers qu'on vient de voir, les acteurs et les états. Voilà, donc ça c'est un diagramme de séquence, donc c'est un petit peu plus complexe, mais bon, c'est assez facile. Au final, ce qui se passe, c'est qu'on va organiser nos tâches sur une ligne de vie chronologique, donc de haut en bas, c'est ce qu'on voit en pointillé. Moi, je n'ai pas de pointeur, donc il y a des pointillés. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter nos acteurs. Donc, on en a parlé avant. On a notre pilote, notre centre de contrôle, notre personne occupée de la maintenance, c'est pas exactement. On va représenter les différents états. Donc là, on a au sol et en l'air pour l'instant. Et
Donc du coup, comment est-ce que ça se lie? Eh bien, les rectangles qu'on voit ici, ce sont des tâches. Et ces tâches, elles sont représentées par leur durée. Donc la longueur est proportionnelle à leur durée. Et donc, ce qui va nous permettre d'en fait de suivre l'enchaînement des tâches, et notamment quand le début d'une tâche nécessite qu'une autre tâche se termine. Donc là, par exemple, pour arriver à l'état de décollage, donc on voit au milieu, la maintenance va devoir faire tout un tas de vérifications, donner son autorisation au centre de contrôle, qui va lui-même devoir faire tout un tas d'autorisations. Il va lui-même donner son autorisation au pilote, et c'est le pilote qui va lancer le décollage. Et là, notre fusée est partie. On peut aussi avoir, donc après l'état de décollage, des tâches qui sont simultanées. Donc, par exemple, entre notre décollage et notre atterrissage, donc notre fusée est en l'air, la communication doit toujours être établie entre nos trois acteurs principaux. Pour le diagramme, pour les états, ça se lit de la même manière. Donc notre état au sol ne peut pas, comment dire, notre fusée, quand elle est en l'air, elle ne peut pas être au sol. Ça paraît évident vu comme ça, mais il faut pouvoir le préciser à un endroit pour des systèmes qui sont plus complexes que ça. Donc là, ce qui nous dit que l'état au sol est suivi par un état en l'air qui va être suivi par un état au sol, et il faut qu'il y ait une transition qui s'appelle décollage entre les deux, ou atterrissage. Quatrième diagramme, donc là on était plus sur du fonctionnel, maintenant on va rentrer sur de l'organique, donc on va commencer à détailler de quoi est constitué notre produit. C'est là la composition organique. Voilà, donc tes compositions organiques, ça va te décrire notre système en un ensemble de sous-systèmes. Donc on a notre système fusée, qui est composé de tout un tas de sous-systèmes, donc par exemple le système de propulsion, le système de télécom, et bon évidemment il y en a beaucoup d'autres. Mais le système de propulsion est lui-même composé de différents sous-systèmes, le propulseur, les réservoirs, et bien sûr, c'est sans fin. Et donc, on va pouvoir appliquer des caractéristiques à nos sous-systèmes. Donc, par exemple, là, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, c'est un peu petit, mais on a mis un poids à atteindre pour chacun de nos composants. Donc, on a estimé une masse. Et le chef de projet va nous donner une contrainte, il va nous dire, bon, la masse que vous avez estimée ne peut pas être supérieure à la masse qui est allouée au projet pour notre système. Donc là, on voit que notre fusée respecte notre masse, donc la masse estimée est inférieure à la masse qui est allouée. Mais notre petit propulseur en bas, donc, que je pointe avec mon pointeur laser qui ne marche pas, merci, effets spéciaux, notre propulseur il ne respecte pas cette contrainte. Du coup, ce propulseur, le design, il n'est pas bon. Et du coup, si ce sous-système, son design n'est pas bon, ça veut dire que le système en lui-même qui le porte ne va pas être bon non plus. Et par cascade, notre système total n'est pas bon. Et ça va pas forcément être évident à voir parce qu'il faut avoir l'œil et il faut avoir l'œil dessus. Surtout, on peut se dire que le système global, en fait, est bon, parce qu'on l'a vu, la masse était inférieure à ce qui était prévu. Par contre, on peut supposer qu'à un certain moment, le poids du propulseur va nous poser un problème. Donc, on ne le voit pas forcément tout de suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est assez simple, on le voit, un être humain peut le voir. Dans le cas de la fusée, encore une fois, donc là, c'était une suite de causes-conséquences. Fusée Ariane 5. Voilà, la fusée Ariane 5, le lanceur. Écrasé. Donc à la base, c'était le calculateur qui interrogeait une centrale inertielle qui était en défaut. Il a basculé sur celle de secours qui était aussi en défaut. Du coup, il interprétait mal en fait les données qu'elle envoyait. Il a ordonné un changement de trajectoire qui lui-même a permis l'arrachement d'un propulseur qui lui-même a lancé l'autodestruction de la fusée. Donc tout cet enchaînement-là, en fait, on peut le voir, nous, au travers des modèles, en fait, par ces relations qu'il y a entre les différents blocs du système. Donc on peut répercuter une erreur et voir jusqu'où elle peut s'étendre et les différentes causes qu'il peut y avoir. Justement, pour faire ça, on a un dernier diagramme qui est un peu plus détaillé que le précédent, qui reste sur une vue organique, mais un peu plus du coup proche du système final. Voilà, donc là je vais vous décrire chacun des blocs qu'on voit ici. Non, en fait, là, ce qu'on montre, c'est que chaque sous-système peut être représenté comme un bloc qui va être simulable. Donc, c'est-à-dire qu'on va permettre de simuler son comportement de ce sous-système. Et derrière, on va pouvoir le relier au sous-système d'à côté, qui vont eux-mêmes ensemble former un système, etc. Bon, oui, on dit beaucoup système dans notre présentation. Du coup, on va pouvoir modéliser en fonction du niveau de détail qu'on va avoir besoin. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de très précis, on peut faire tous les sous-systèmes jusqu'au boulon à l'intérieur de la fusée. Ou si on veut quelque chose de plus lâche, on peut avoir quelque chose... 5 minutes
on peut avoir quelque chose un peu plus Macro. voilà, macro, comme on dit en français. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce diagramme? Eh ben, on a un gros bouton play et on va appuyer dessus. Et dans notre exemple, on n'a pas vu le propulseur qui était trop lourd, et du coup on appuie sur play, et là notre fusée, eh ben, elle décolle pas. Bon, du coup qu'est-ce qu'on fait? On jette tout, Bah, on va essayer, non? Ça serait bien. tant qu'à faire. Donc du coup on peut arriver à voir notre équipe technique et leur dire, bon bah là on a un problème, notre modèle il montre que la fusée, eh ben, elle décolle pas. On peut revenir à la racine du problème, donc là notre propulseur il est trop lourd, et nos équipes techniques vont se dire, ok très bien, et bien si on largue le propulseur au moment de décollage, comme on voit sur ce très joli gif, eh bien on va pouvoir résoudre notre problème, et ça avant d'avoir un prototype qui va nous coûter une fortune, et donc on va pouvoir remettre les spécifications en ordre de marche. Donc pas besoin de paniquer, on a juste à reprendre le modèle. Donc dans notre exemple de diagramme d'état, on va juste avoir à rajouter un état fusée séparé qui va arriver après l'état fusée en l'air. Ce serait une meilleure idée, parce qu'au sol, c'est... Bon. Voilà, donc cet état, évidemment, il va arriver après l'état séparé et avant l'atterrissage, parce que, bon, bien sûr... En fait, on impose des nouvelles contraintes au Voilà. produit et du coup, derrière, on en déduit les nouvelles spécifications, etc. Et Ça donc, se voilà, répercute aussi sur le diagramme de séquence. sur le diagramme de séquence. Donc là, on retrouve nos états au sol et en l'air. On a juste à rajouter derrière un état qui va être séparé, qui lui-même va se passer entre le décollage et l'atterrissage. Donc là, avec un diagramme comme ça, on voit bien qu'on ne peut pas avoir à la fois un état au sol et un état séparé. Ah oui, c'est vrai que j'avais un rond pour montrer, si vous n'aviez pas vu. Hop, personne n'a vu. Et donc du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on reprend notre modèle et après plusieurs allers-retours, on va avoir un modèle qui va être satisfaisant et là, on va pouvoir lancer notre prototype. Et notre prototype va se poser magnifiquement sur une barge. Félicitations, vous avez réussi votre projet. Donc, si on reprend un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est vrai que ça va vous paraître très haut niveau, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais si on compare un petit peu les projets plutôt document-based et model-based, on va dire que dans un certain cas, une fois qu'on a une modification à faire, il ne faut pas tout jeter, mais en tout cas reprendre pas mal de choses. On va passer des semaines à analyser les impacts d'un changement, d'un boulon, etc. Et surtout sur des systèmes comme des fusées, on imagine qu'il y a une cinquantaine, centaine d'entreprises qui travaillent en parallèle. Du coup, il faut synchroniser tout ça, il faut communiquer avec tout le monde, etc. Alors que du côté MBSE, on va d'abord se poser la question de quels sont les impacts. On va faire jouer un peu comme un réseau de neurones. On va voir jusqu'où se propage l'erreur et l'impact de notre changement. Et derrière, on va trouver une solution qui est plus viable pour le projet. Du coup, les avantages sont surtout une réduction, on va dire, du nombre d'erreurs et du coup, une réduction du coût global du projet. C'est sûr qu'un projet qui n'a aucune erreur, écoute, bingo, on a fait de l'ingénierie système et du model base pour pas grand-chose. Par contre, si on détecte vraiment des modifications à faire, là, on va être vraiment gagnant. Voilà, donc ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que ça va avoir un coût supplémentaire dans le début de notre projet, mais le risque vaut le coup. On peut en parler à Ariane Espace, le risque... Et dernière chose, après on vous embête plus, les modèles, je pense que là vous avez à peu près réussi tous à suivre les différents diagrammes qu'on a affichés. Donc c'est une manière de représenter l'information qui est assez universelle. On peut mettre un ingénieur en soft, un ingénieur électronique. On peut mettre même le client en face du modèle et il va pouvoir s'identifier, comprendre quelles sont les actions et lui-même exprimer ses nouveaux besoins ou alors les ingénieurs exprimer leurs nouvelles contraintes. Donc ça a cet avantage-là aussi, c'est une façon de représenter une complexité et une façon de communiquer qui est beaucoup plus user-friendly, on va dire. Comment dire en français, ouais. Exact. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Vous n'êtes pas obligé. On n'est pas expert en fusée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un micro pour les gens qui ont des questions? Il y a un micro.
Bon, j'ai une petite question. Donc, en gros, là, vous nous avez montré que pour modéler, vous savez utiliser UML. Mais donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas le seul langage qu'on peut utiliser pour modéliser. Mais est-ce que vous recommandez un autre langage pour modéliser si on veut faire du model-based system engineering? Parce que ce que je vois un peu avec l'UML, c'est que lorsqu'on veut faire des updates, ça nous mène à mettre à jour énormément de documents, parce que même un diagramme, ça va être un document, et on va perdre un peu l'historique de tout ce qu'on a fait, les décisions qu'on a prises, etc., etc. Donc je ne sais pas si actuellement on fait un autre type de documentation qui va nous permettre de garder cet historique qui nous mène, qui sont basés sur des décisions importantes. Par exemple, dans la fusée, on a oublié cet état, etc., etc. On l'a ajouté, on l'a supprimé, etc. Et qu'on ne peut pas percevoir avec de l'UML. Alors il y a eu un langage qui a été créé justement spécifiquement pour l'ingénierie système qui s'appelle le SysML et qui a été basé justement sur l'UML. Donc les gens qui ont déjà fait de l'UML vont avoir aucun problème à passer directement en SysML. Et donc ce langage va permettre de répondre à tes questions en fait. Justement, c'est une extension du langage UML et qui va passer outre les problématiques que tu as soulevées pour pouvoir se mettre dans un mode ingénierie système en fait. Après, derrière, le SysML, c'est fonctionnel. On ne va pas faire quelque chose d'exécutable ou on va faire quelque chose d'exécutable, mais assez limité en SysML. Si on veut rentrer dans le métier ou dans le vrai bloc simulable ou dans la modélisation, il va falloir utiliser des langages comme Simulink, par exemple, et tout ce qui va avec. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Voilà, donc ce genre de langage. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Quels critères vous permettent de déterminer si vous allez utiliser ça ou pas? C'est une très bonne question. Quels critères nous permettent de dire si on... je reformule, mais est-ce qu'on va utiliser du model-based system plutôt que de document? C'est bon, oui. C'est ce qu'on disait au tout début, c'est quand même une discipline qui est basée sur l'expérience et sur, on va dire, le retour et aussi un peu de jus de cerveau. Donc, on va se demander, en fait, c'est des risques qu'il faut évaluer au début du projet, mais quel est le risque si jamais je me trompe dans la conception? On peut imaginer que si on conçoit une machine à café, on ne va pas déployer une méthode model-based system engineering. Par contre, si on se lance dans la conception d'une fusée ou d'un avion, ça sera plus approprié. Par contre, je ne peux pas te répondre, il n'y a pas d'outil décisionnel où on rentre une série de critères et qui nous dit « ouais, bingo, vous pouvez faire du MBSE ». C'est un peu, voilà, c'est de l'historique. Mais... Donc, je peux donner aussi un petit complément de réponse. En fait, souvent les systèmes, leur complexité, on s'en aperçoit quand c'est trop tard. Et donc, on l'utilise après le panneau trop tard, le MBSE. Aujourd'hui, le nombre croissant de possibilités qu'on a avec l'informatique, avec l'IoT, fait que les systèmes deviennent complexes. Et en plus de ça, ces systèmes deviennent des systèmes critiques, c'est-à-dire qui peuvent exposer, par exemple, mettre en danger la vie de certaines personnes s'ils dysfonctionnent ou causer des pertes de production. Et donc, en général, ces méthodes-là sont souvent tractées par des normes qui peuvent être soit des normes de sécurité, des normes de sûreté de fonctionnement. Donc, il y a deux facteurs qui vont aspirer ces méthodes-là, c'est la complexité des systèmes, la maîtrise complète de leur cycle de vie, de l'idée jusqu'au démantèlement du système, et leur criticité en termes de sûreté de fonctionnement. Et aujourd'hui, les normes, elles descendent en cascade sur tous les sujets. Et je voulais en profiter pour faire un peu de pub pour une association qui est l'Association française d'ingénierie système, qui est la branche française de l'INCOSI. Et c'est les personnes qui sont issues de sociétés comme Airbus, comme le groupe Thales, qui ont monté cette association pour rendre cette science accessible aux projets, y compris aux petits projets. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va la préconiser, y compris pour des projets qui sont apparemment pas complexes. Merci Philippe. M'a sauvé. Ouais, si vous avez d'autres questions pour Philippe, t'as pas de micro. Bon, on te passe la main. Merci beaucoup à Guilhem et Maël.